Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une explication linéaire d'un texte, un extrait de Mes forêts d'Hélène Dorion, qui est au programme du bac depuis cette année 2023. Et le début de la section Le bruissement du temps, dont vous avez une très belle lecture sur le site d'Hélène Dorion. Et donc le premier poème qui s'intitule Avant l'aube. Je me suis évidemment arrêtée avant la fin pour respecter la longueur du texte de bac. Donc rappelons que Hélène Dorion est une autrice québécoise née en 1958 qui a une vaste carrière littéraire. Elle a écrit une trentaine de livres, reçu plusieurs prix. Après avoir enseigné, elle a été critique littéraire, elle a collaboré à des émissions littéraires, elle a dirigé les éditions du Norrois avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Et donc le passage étudié, comme je l'ai dit précédemment, est un extrait et le début du poème Avant l'aube, qui fait partie de la dernière section, Le bruissement du temps. Donc, vous avez trois poèmes narratifs dans cette section, Avant l'aube, Avant l'horizon et Avant la nuit. Et on va dire que ces poèmes retracent de façon à la fois condensée et poétique la jeunesse du monde, jusqu'à quelque chose de plus personnel, qui est l'histoire personnelle de l'autrice. Donc au bac, je vous rappelle que vous lisez le texte après votre présentation. Dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Au commencement, le rien était l'obscur, le vide, un long tunnel de silence. Puis sont venues les eaux, est venue la terre, comme une montagne qui émerge, est venu le ciel pour la couvrir. Le haut et le bas, l'envol et les pas. Sont venus les dieux qui flottent au-dessus des eaux. Hésiode, Zeus, Odin, Brahma, Izanami. Avec eux sont venus l'air et la lumière, l'algue et l'arête du monde. Le rayonnement, le chaud, l'expansion. Coulée de matière et recul des ténèbres. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut la vie entre le Tigre et l'Euphrate, l'œuf qui éclot. Dans un magma se sont mises à tourner les particules lumineuses, les saisons, la terre, les planètes. L'aiguille a percé la mince couche de bleu, elle a chassé l'éternité. Toutes choses alors ont été jetées dans le temps qui s'écoulait, enfermées dans un cercle, cherchant le centre vers lequel graviter. Le cœur battait, et le jour et la nuit, et les étoiles comme des éclats de solitude. Puis est venu le bourgeon, sont venues la feuille, les ailes et les pattes, la tête et les yeux. Prométhée a pétri l'argile, modelé les humains, il a saisi le bien, a saisi le mal. Et le souffle d'Athéna a donné la vie à cette chose appelée âme. Ainsi sont venus les visages, sont venus les voix, les signes et les mots, les maisons en roseau, la grotte et l'igloo, l'amour et la peur, la prière et le sacrifice. Donc, on voit bien ici qu'on a une réécriture de la Genèse enrichie de références à la mythologie grecque et on a donc un poème qui balaye un petit peu les premiers moments de la création depuis le néant jusqu'à l'apparition de l'être humain, de la civilisation. Et donc, je vous propose comme problématique, en quoi cette réécriture de la Genèse nous propose-t-elle une vision originale de la place de l'homme dans l'univers? Donc, première partie, première unité de sens de ce poème, il s'agit ici de remonter aux origines du monde et des origines qui remontent au néant. Donc, on voit qu'il y a déjà une différence par rapport à la Genèse. Donc, on reprend, on retrouve des expressions comme au commencement, qui revient en anaphore au début de la strophe 2 et 3. On remarque d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que c'est un poème sans ponctuation, avec des vers libres, des strophes de longueur inégale et des espaces qui organisent aussi cette respiration du texte.
Donc là, le premier complément circonstanciel de temps est important dans la forêt du temps puisqu'il reprend le thème du recueil qui s'intitule Mes forêts, en le reprenant d'une façon symbolique, en associant la forêt et le temps, ce qui est récurrent tout au long du poème, dans de nombreuses réécritures d'ailleurs du poème liminaire. Mais contrairement à la Genèse, donc, qui commence par l'acte créateur, puisque si vous connaissez le texte, c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre. On voit ici qu'on remonte à une période avant la création. Alors évidemment, dans le texte d'Hélène Dorion, la création est aussi bien la création du monde que la création littéraire. On voit bien qu'il y a toujours un lien qui est tissé entre la nature et puis l'écriture poétique. Donc, peut-être que cette création qui rappelle la Genèse est aussi une façon d'évoquer la création poétique. Et vous rappelle un autre passage d'un autre poème, comme un trou béant dans la maison noire des mots, qui se trouve dans l'onde du chaos. Et d'ailleurs, dans la Genèse, c'est le Verbe qui crée, hein. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc je pense que ça n'est pas un hasard si l'autrice reprend ce texte de la Genèse, parce que la Genèse, c'est aussi bien la création du monde que aussi la création par les mots, la création poétique. Poiesis, ça vient du grec, poiein, qui veut dire justement créer, poiesis, la création. Donc, cet avant l'apparition du monde se caractérise par un néant qui est souligné par la répétition des phrases de forme négative, par le pronom adverbial rien, ni ciel, ni océan. Vous voyez qu'il y a la répétition de la conjonction de coordination négative ni. Donc il n'y a ni monde, ni habitant pour habiter ce monde, ni vie, ni conscience, évidemment. Et le distique final, les deux vers qui clôt l'unité de sens que j'ai découpée, résume ce néant par l'absence de lumière et de son, hein. Le rien était obscur, un long tunnel de silence. Puis l'autrice fait advenir les premiers éléments avec ce passé composé sont venus. Il n'y a pas de Dieu créateur ici, puisque les éléments sont sujets en fait des verbes sont venus les eaux. Les éléments apparaissent un peu d'eux-mêmes, avec ces personnifications sont venus les eaux, est venu la terre, est venu le ciel. On retrouve cette formule en anaphore avec une inversion sujet-verbe qui va donner un caractère sacré à cet événement. Les comparaisons, comme une montagne qui émerge pour la couvrir, annoncent de façon imagée l'opposition au bas qu'on retrouve dans le distique assez court, le haut et le bas, l'envol et le pas, hein, avec une illustration, plutôt une métaphore, l'envol et les pas ici, qui reprend la première opposition, la première dualité finalement qui accompagne l'apparition du monde. Et donc, cette dualité, évidemment, soulignée par les antithèses, et notamment l'envol et les pas, qui opposent peut-être ceux qui peuvent s'élever vers le ciel et ceux qui, au contraire, sont condamnés à rester ancrés à la terre, hein, avec les pas. Donc voilà, il y a déjà deux mondes qui s'ouvrent. Donc le passage suivant va reprendre une énumération. J'ai mis quelques notes, hein, sur qui sont Hésiode, Odin, Rama, Izanami. Et donc, ce qui suit les premiers éléments du monde, ce sont les dieux et la lumière. Une lumière qui est très importante aussi dans la Genèse. Donc, la poétesse poursuit la narration de l'apparition des éléments avec toujours la même structure, sont venus. Euh, il n'y a pas de Dieu unique ici, mais au contraire des dieux. On a une énumération de dieux qui, du coup, sont postérieurs à la création, enfin dans le poème en tout cas d'Hélène Dorion, avec une énumération un peu surprenante, puisque celui qui est classé en premier, ça n'est pas un dieu, c'est Hésiode. Hésiode est un poète grec. Il a écrit un recueil de mythologie particulièrement connu, la Théogonie, avec le récit des premiers âges, hein, l'âge d'or, d'argent, d'airain et de fer. Ensuite, on a d'autres dieux qui appartiennent à différentes civilisations.
Le Zeus donc pour les Grecs, Odin pour la mythologie nordique, Brahma pour l'hindouisme, Izanami c'est une déesse japonaise, d'ailleurs c'est la seule déesse féminine et qui évoque à la fois la création et la mort. Donc on introduit ici finalement une nouvelle dualité, celle aussi de la naissance et de la mort. Donc, toutes ces antithèses développent cette idée de principe de dualité. D'ailleurs, dans les premiers récits de création, que ce soit dans la Genèse ou que ce soit chez Ovide, chez les Grecs, il y a cette idée de séparation, hein, c'est la séparation des éléments entre eux qui fait que le monde advient. Donc, on a toujours ces oppositions dans ce texte d'Hélène Dorion, l'air et la lumière, qui peut rappeler la théorie des éléments avec un H, l'algue et l'arête du monde, peut-être, c'est un petit peu plus métaphorique ici, mais peut-être peut-on voir une opposition entre la mer et puis la montagne. Et on trouve en dernier cette formule tout droit tirée de la Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, la structuration temporelle entre le jour et la nuit, c'est essentiel dans ce processus de création qu'on trouve dans la Genèse, et également ici, et on a encore une fois une forme de dualité. On peut remarquer, isolé entre la première strophe et le distique, un vers un peu isolé, construit sur un rythme ternaire, contrairement aux autres, hein, qui sont plutôt construits sur des oppositions, des antithèses binaires. Le rayonnement, le chaud, l'expansion. On peut comprendre, alors évidemment, ici, tout est très métaphorique, très imagé, donc vous pouvez proposer des interprétations différentes, hein. Je vous propose mon interprétation, mais évidemment, ce qui fait la richesse d'un texte, c'est la multiplicité des sens possibles. Donc ici, moi, j'y vois une périphrase pour désigner le soleil, avec ses effets qui vont permettre la vie, hein, le rayonnement, le chaud, l'expansion étant la vie, le début de la matière, coulée de matière. On peut aussi penser au volcan, enfin bref, et recul des ténèbres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des associations de vocabulaire à la fois plutôt scientifique, matière, et religieuse. Les ténèbres, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la Genèse. Donc voilà, on a une vision finalement qui allie le religieux et puis des choses un peu plus modernes qui peuvent peut-être faire allusion au Big Bang, aux éruptions, au magma, etc. Les trois vers suivants évoquent rapidement l'apparition de la vie avec cette métaphore de l'œuf qui éclot. On sait que le Tigre et l'Euphrate, pardon, sont deux fleuves de Mésopotamie, une région qui est considérée comme le berceau de la vie et le berceau surtout de la civilisation. Puis arrive le temps qui est central dans cette œuvre, et j'ai la sensation que dans ce passage, on a un peu une rupture dans l'impression chronologique du début du poème, hein, qui évoque l'apparition des différents éléments, puisque cette fois, on aborde quelque chose de plus thématique, l'apparition d'un élément du temps qui va déborder un petit peu tous les événements qu'on a vus précédemment, et qui débute donc avec le système solaire, la naissance des galaxies, les éléments précédemment évoqués, avec dans un magma se sont mises à tourner les particules lumineuses. Pour moi, ça évoque plutôt peut-être les étoiles. Enfin, vous savez que dans l'univers, tous les mouvements sont circulaires, hein, les galaxies, le mouvement des planètes autour du Soleil, etc. Tout cela, évidemment, les mouvements de la Terre, par exemple, autour du Soleil, créent quelque chose que nous appelons les saisons. Et euh, avec cette notion de temps qui apparaît ici, eh bien, il y a la disparition de l'éternité. Quand il n'y a plus de temps, quand il y a du temps, eh ben, il y a une perte en quelque sorte, hein. C'est en tout cas comme ça que le temps apparaît avec ce verbe ont été jetés, comme il s'agissait d'une chute. Le thème de la chute revient également très souvent dans l'œuvre d'Hélène Dorion.
Elle a chassé l'éternité, comme Adam et Ève ont été chassés du paradis. Et on retrouve également dans ce passage cette évocation des différentes formes du temps, le temps linéaire, historique, le temps qui s'écoule ici un peu comme dans un sablier, et le temps cyclique, évoqué déjà par les saisons et qui est évoqué dans d'autres poèmes que nous avons étudiés. On a même le complément circonstanciel dans un cercle qui enferme. Donc on voit bien que la notion de temps euh, est présentée de façon plutôt péjorative. Hein. C'est comme si on était enfermé justement dans un cercle. Alors est-il vertueux ou vicieux, je ne sais pas. Mais on voit bien comment se mêlent à la fois des réalités physiques, des planètes qui tournent autour du Soleil, des galaxies qui ont aussi un mouvement circulaire, des électrons, on pourrait dire également, hein, donc avec un centre, et puis des choses qui sont plus symboliques, hein, qui évoquent notre rapport justement au temps, la façon dont le temps nous modèle. Et le petit passage suivant introduit une notion de rythme qui va bien avec le temps. Il introduit aussi la notion de vie, même si la vie n'est pas... Enfin, elle a été évoquée juste avant avec le tigre et l'Euphrate, avec l'œuf qui éclot. Avec le cœur ici, évidemment, le cœur qui bat, c'est évidemment la vie, hein, qui est évoquée ici, une vie qui fait écho au rythme du cosmos, le jour, la nuit, les étoiles, scandé par la répétition de la conjonction de coordination et donc tout cela annonce cette naissance de l'humanité qui va être abordée après dans sa singularité, avec sa sensibilité qui peut être déjà présente dans le mot cœur. Le mot éclat ici est un petit peu pareil, c'est polysémique, hein. Il y a beaucoup de jeux sur la polysémie chez Hélène Dorion. Éclat, c'est à la fois la lumière, qui donc est en écho avec étoile, mais aussi quelque chose qui évoque l'éclatement, la séparation, peut-être et donc, il y a une vision finalement assez ambiguë hein, de la création entre la lumière évoquée par les étoiles et puis quelque chose de plus froid évoqué par la solitude. Dans ce monde apparaissent donc la végétation. Alors, on voit bien qu'on reprend un petit peu toutes ces étapes de la création en 7 jours qu'on a dans la Genèse, mais de façon très personnelle et notamment ici par une série de métonymies, le bourgeon, la feuille, l'aile, tout ça, ce sont des éléments particuliers d'êtres plus grands, qu'ils soient végétaux ou animaux. Et donc, cette énumération va laisser encore une fois sous-entendre qu'il y a quelque chose d'un peu éclaté dans la création. On peut aussi commenter le terme bourgeon ici, qui évidemment symbolise le début de quelque chose, le moment qui précède la naissance de quelque chose. Enfin arrive l'homme, comme dans la Genèse, il arrive après, et puis de toute façon, scientifiquement, l'homme arrive très tard dans l'histoire de la Terre, et cette apparition de l'homme n'est pas évoquée à travers finalement la création d'un dieu euh, le dieu des grands monothéismes, mais à travers la figure de Prométhée, qui est une figure donc de la mythologie grecque. Mais la version qui a été choisie est une version finalement qui rejoint la Genèse, puisqu'il y a plusieurs versions du mythe, hein, comme souvent. Ici, il s'agit de la version dans laquelle Prométhée a créé l'homme à partir de l'argile comme Dieu dans la Genèse. Donc vous voyez, vous avez finalement un mélange, hein, un croisement de deux mythes différents. Et donc dans cette version de la création de l'homme par Prométhée, c'est la déesse Athéna qui introduit le souffle hein, de la vie dans ces corps d'argile. Et je rappelle que le mot âme qui vient à la fin en italique, donc il est souligné, il prend une importance particulière, ça vient du latin
anima ou animus, qui évoque le souffle vital. Et donc la périphrase, cette chose appelée âme, est assez intéressante. Elle m'interroge personnellement. Peut-être montre-t-elle une interrogation de la poétesse par rapport à une vision non matérialiste de la vie, hein. Sommes-nous seulement des atomes, ou bien y a-t-il un principe spirituel dans l'homme? Donc tout cela est juste finalement interrogé de façon très implicite. L'antithèse doublée de l'anaphore "il a saisi le bien, il a saisi le mal" relie encore une fois la mythologie grecque représentée par Prométhée à la vision manichéenne du monothéisme hébraïque, hein. Souvenez-vous de Adam et Ève, ce thème de la chute revient souvent. Qui croque de l'arbre du fruit défendu, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette dualité de l'homme, cette connaissance de morale finalement, qui établit qu'il y a des choses qui sont du côté du bien et d'autres du mal, eh bien, est symbolique finalement de la nature humaine. Elle est inhérente à la nature humaine. Et donc, on clôt avec l'apparition de la civilisation. Cette civilisation est encore une fois évoquée par une série de métonymies qui sont soutenues d'ailleurs par une allitération V, hein, venue, visage, voix. Euh, donc tout un ensemble de choses qui symbolisent la spécificité humaine, les visages qui sont le signe de la prise en compte d'une individualité. On n'est plus dans une espèce un petit peu indéfinie, mais dans un- une espèce qui reconnaît à chacun une individualité. Et ensuite, on passe à une autre spécificité de l'humain, c'est-à-dire le langage qui passe de l'oralité, de la voix à l'écriture, les signes, les mots, l'habitat qui évoque cette période de sédentarisation de l'homme, sédentarisation qui va s'accompagner comment dire, d'épisodes, hein, de l'humanité moins sympathiques qui seront évoqués plus tard, comme notamment la colonisation, la spoliation de territoires, notamment au Canada. Le dernier distique, l'amour et la peur, la prière et le sacrifice, peut avoir plusieurs interprétations. Nous en avons discuté en classe, hein. Les interprétations étaient diverses. En tout cas, il y a très clairement un rythme binaire. Peut-on l'interpréter comme une antithèse, qui est ma première idée, d'opposer l'amour et la peur, la prière et le sacrifice, donc des élans plutôt positifs de l'humanité à des choses qui vont aller vers une crispation, vers des violences, hein, la peur attirant, poussant éventuellement au rejet de l'autre. Le sacrifice est évidemment une pratique religieuse qui présente une certaine violence. Donc voilà, en tout cas, on retrouve dans cette spécificité humaine, après avoir évoqué le langage, l'habitat, eh bien, les sentiments et la religion. En conclusion, on peut voir donc Hélène Dorion opère une réécriture poétique à la fois païenne et moderne de la Genèse, qui mêle une vision mythologique et des éléments scientifiques afin d'aborder, à l'instar de tous les mythes, hein, qui posent ces grandes questions, des questions métaphysiques. D'où venons-nous? Comment est né le monde? Qu'est-ce que c'est que le temps? Pourquoi le mal? Etc. Elle nous propose des réponses souvent plus empreintes de pessimisme que d'émerveillement, me semble-t-il, et qui replacent toujours l'humain dans une perspective temporelle beaucoup plus large que le temps humain, hein, nous rappelant que nous ne sommes qu'un instant finalement dans l'histoire de l'univers. C'est important pour retrouver cette place de l'homme, notamment dans la crise écologique qui est évoquée dans le recueil. Et le thème de la dualité humaine, de la coexistence du bien et du mal est également récurrent dans ce passage. Voilà, j'espère que euh, cette présentation un petit peu longue vous aura aidé et je vous souhaite de bonnes révisions.